Bienvenue, ravi de vous retrouver sur France 3 Centre Val-de-Loire dans Histoire de vous dévoiler le parcours d'un cinéaste sur lequel le temps n'a pas d'emprise, sans doute parce que le cinéma rend immortel et que ses films ont à jamais marqué le 7e art. Il est l'un des rares réalisateurs français à bénéficier d'une notoriété internationale et ses nombreux prix l'attestent. Voici l'histoire de Jean-Jacques Hano. Bienvenue Jean-Jacques. Merci Jérémy. C'est un plaisir de vous accueillir sur France 3 Centre Val-de-Loire. Je suis heureux d'être ici. Vous êtes assez épaté par le décor, vous me le disiez. Très beau, je ne sais pas qui est le décorateur, mais franchement c'est réussi. Il a du talent, effectivement. Ouais. La dernière fois que vous avez évoqué vos souvenirs, justement dans un long entretien, c'était en 2013 et on est ravis de pouvoir écrire la suite. C'était ici avec vous aujourd'hui. Non, ça n'était pas ici en fait. Mais la façon de dévoiler vos secrets, ça date de 2013. D'accord. Et on va aller un peu plus loin encore aujourd'hui. On va évoquer votre attachement évidemment à la région, mais avant, les temps forts de votre vie. Je regarde. Fils unique, né en pleine Seconde Guerre mondiale en 1943, vous avez très tôt des envies d'ailleurs. Avec un père agent SNCF, vous avez la chance de voyager depuis votre plus jeune âge partout en France. Le 7e art vous fait rêver et vous en faites votre métier, probablement grâce aux nombreuses séances de cinéma en famille qui vous font découvrir les créations italiennes, russes et françaises. Une fois votre BTS de technicien du cinéma obtenu à l'école Louis Lumière en 1962, vous intégrez l'Institut des hautes études cinématographiques pour approfondir votre future carrière de réalisateur. Vos premières expériences professionnelles, vous les faites dans la publicité avec plus de 400 réalisations. Vous êtes formé pour la suite de votre parcours. Votre service militaire, vous le faites en Afrique et vous y puisez de l'inspiration, ce qui vous amène en 1976 à réaliser votre premier film anticolonialiste, La Victoire en chantant. Mal accueilli en France, il vous couronne tout de même d'un Oscar du meilleur film en langue étrangère. Vous avez été réveillé en pleine nuit avec le décalage horaire, on vous a dit que oui, vous avez un Oscar Hollywood. Il était 4h du matin et ma femme a décroché. J'ai entendu dans le récepteur « Ton mari vient d'avoir l'Oscar ». Alors j'ai cru que c'était un rêve agréable. Le succès arrive dans l'Hexagone avec Coup de tête, qui reste dans la mémoire collective comme un film culte. En 1981, vous rencontrez le scénariste Gérard Braque et ensemble, vous faites 3 grands films, La guerre du feu, Le nom de la rose et L'ours. Vos autres films sont aussi des références aux cultures du monde et aux splendeurs de la nature, que ce soit dans L'Amant, Guillaumet, Deux frères ou encore dans Le dernier loup. Jean-Jacques Hano, vous êtes pour toutes les générations un homme d'inspiration et d'émotion. C'est sans doute ce que vous venez aussi chercher depuis une 40aine d'années dans votre maison familiale du Loiret. Alors Jean-Jacques, c'est le cas justement, c'est ce que vous venez chercher ici dans le Loiret? Oui, j'ai écrit tous mes premiers films dans cette maison. Donc, et c'est une maison qui est mon port d'attache. Quand je suis au loin, ce qui m'arrive très fréquemment, je viens de passer 2 ans au Canada et avant 4 ans en Chine, il m'arrive de prendre sur mon portable les caméras de surveillance de ma maison, tout simplement pour voir si les tomates ont bien poussé. Mais c'est ce que vous appréciez ici, par exemple, la nature ultra présente? Écoutez, il y a un calme remarquable. Je suis à 100 km de Paris, ça me permet d'être en 1h20 dès demain, je retourne au studio, faire des doublages, choses comme ça. Mais je préfère faire 1h20 de voiture et redécouvrir chaque jour la nature, le bruissement des feuilles. J'ai une rivière qui passe dans ma maison. Je suis bien là. Est-ce que vous aimez la pluie, vous aimez le vent, vous aimez la le déchaînement des éléments, les bêtes. Très régulièrement dans vos interviews, c'est aussi ça que vous venez chercher finalement? Oui, et puis si vous voulez, d'une manière pratique, quand je travaille, je passe de longues heures à écrire, bien entendu, les scénarios, il y a toujours des moments de blocage. Au lieu de rester à m'énerver derrière l'ordinateur, je descends dans mon atelier, je répare un robinet extérieur, je vais couper un arbre, je reviens, la scène est écrite, parce que pendant ce temps-là, j'ai fait quelque chose de physique, et donc la tête était libre. Et si vous voulez, cette maison est vraiment synonyme de bonheur. Je me souviens que pendant la guerre du feu, j'habitais au Canada, il m'arrivait, c'était un luxe, mais de revenir pour le week-end.
Une fois tous les 15 jours, je revenais pendant le week-end. Mais ça n'avait pas de prix pour que vous puissiez justement puiser l'inspiration ici dans la région. Et vous aimez aussi restituer, on va dire, la puissance des éléments, puisque au cinéma, c'était votre rêve de ressentir tout cela. Et vous l'avez fait en 1995, en étant quand même le premier réalisateur de fiction à utiliser la technologie IMAX pour le film Guillaumet. Évidemment, Les ailes du courage, qu'on connaît tous, un héros de l'aéropostale en Amérique du Sud. Vous aviez conscience quand même qu'à l'époque, vous étiez à l'avant-garde? Ah oui, parce que j'ai été obligé de convaincre les studios américains et la société IMAX qu'on pouvait raconter des films avec leur système en 3D. J'ai remis la 3D à la mode, ça n'existait plus depuis les années 50. Et quand j'ai vu une démonstration, j'étais allé à Vancouver voir dans une petite cabine une démonstration de l'IMAX 3D, j'étais en train de travailler sur un projet autour du personnage de Guillaumet que j'adorais, petit campagnard qui habitait dans la Marne, qui était fasciné par les avions, et puis qui était un type sérieux. Les pilotes célèbres, c'était Saint-Exupéry, Mermoz. Lui, c'était le facteur des airs. Et son truc, c'est bien d'arriver à l'heure et de téléphoner à sa femme en arrivant. Je trouvais ce personnage complètement touchant, et je pensais que pour un film qui se passait dans la nature, ce format englobant, et en plus de ça en 3D, était révolutionnaire et complètement nouveau. Et c'était très intéressant pour moi parce que je suis habitué, si vous voulez, à travailler comme un peintre à l'intérieur d'un cadre. Là, j'étais obligé de travailler comme un sculpteur. Vous avez réussi à transmettre finalement ce que vous viviez en tant que réalisateur pour le spectateur, en fait, dans les salles. Quel regard vous portez aujourd'hui, finalement, sur le cinéma des années 2000 ? Alors écoutez, dans les années 2000, ça va encore. Non, vous savez, Donc les années 2000 et ensuite les années 2010. Et il y a les années C'est 2015. autre chose, apparemment. Oui, parce que il y a la cassure Internet, comme il y a eu la cassure télévision. Dans les années 50, le cinéma d'avant la télévision, c'était quelque chose, et puis après, c'était autre chose. On a été obligé d'inventer la couleur, l'écran large, tout ça. Et là, Internet a beaucoup changé de choses, et il y a une migration du public mature vers la télévision. C'est pour ça que je me suis lancé là récemment dans une série, c'est la première que je fais pour MGM avec Patrick. On en parlera dans quelques instants. On en parlera. Mais avant, celle quand même qui a assisté et participé à vos aventures cinématographiques, c'est votre compagne Laurence. Elle est votre script quand même depuis une quarantaine d'années. Elle nous raconte comment vous vous êtes rencontrés, mais aussi évidemment, elle évoque. Est-ce qu'elle va tout raconter? Ah bah vous allez voir, on regarde ça tout de suite. Ah bon. J'ai rencontré Jean-Jacques sur coup de tête, ça tombait bien, pour remplacer une jeune script de la SFP qui faisait la grève. Et donc j'ai été convoquée par Jean-Jacques, et il a ouvert la porte, et on est tombé amoureux, fou, au premier instant. Alors, en 2 mots, si je devais définir Jean-Jacques, ça serait la ténacité, son inventivité et la joie de vivre. La joie de faire du cinéma. Alors, je ne sais pas si j'ai un meilleur souvenir avec Jean-Jacques. En fait, j'en ai énormément. Tous les films sont des souvenirs merveilleux. Et puis, la façon d'être en osmose avec lui, c'est absolument merveilleux, parce qu'on partage tout, on se parle par signe. On ne regarde jamais les films qu'il a faits. Enfin, moi, je les regarde en douce, mais lui est assez saturé parce qu'il a tellement vu les images qu'il ne supporte plus de les voir. Il me dit alors, c'était bien, est-ce que ça passe encore ou est-ce que c'est démodé ou voilà. C'est tout, mais lui, il ne les regarde pas. Ce qu'on aime faire quand on est dans le canton de Ferrières, c'est du bricolage. Il est arrivé une anecdote rigolote, d'ailleurs, une des premières fois que je l'ai vu, il m'a demandé de me suspendre à une branche, et il a commencé à l'acier, et la branche m'est tombée sur la tête, et là j'ai dit, ça, c'est l'homme de ma vie, c'est ça qu'il me faut. Voilà. On a énormément de passions communes. On a la nature, la peinture, le cinéma. Non, lui, il n'aime pas le sport, moi j'aime le sport. C'est la seule passion qu'on n'ait pas en commun. Si j'ai un message à envoyer à Jean-Jacques, ça serait travaille moins et puis reviens plus souvent. Voilà. Alors Jean-Jacques, vous êtes d'accord avec votre femme? Oui, Vous d'abord, travaillez trop. elle n'a pas tout raconté, n'est-ce pas?
Mais Heureusement, c'est en vrai une minute, ce c'est serait vrai quand que même... c'est allé très très vite et très très fort. On s'est aimé dès le premier soir, dès le premier coup d'œil d'ailleurs. Et non, c'est très agréable parce que on s'engueule jamais. Et sur un plateau, vous savez, surtout après un certain nombre d'années de notoriété, les gens vous disent plus rien, ils osent plus. Or, il est très important d'avoir des gens qui vous disent le plan est merdeux, l'acteur joue comme un cochon. Et elle le dit Elle vous a très apporté gentiment. ça. Mais oui, bien sûr. C'est ma deuxième paire d'yeux. Moi, je suis dans l'action, à côté des caméras, je parle à mes acteurs. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui a un jugement simple, honnête et généreux, parce qu'elle ne me veut pas de mal, enfin, jusqu'à présent. En tout cas, celui aussi qui a beaucoup compté dans votre vie professionnelle et personnelle, c'est Gérard Braque, un scénariste. Il a écrit pour vous La guerre du feu, Le nom de la rose, L'ours ou l'amant. Que vous a-t-il apporté ? Une incroyable fantaisie. C'est en fait, il a été découvert par Polanski, Gérard. Et c'est Claude Berry qui me l'a présenté, et tout de suite, on a été en osmose. Mais qu'est-ce que vous aimiez chez lui ? Sa singularité extraordinaire. C'est quelqu'un qui vivait dans une pièce dans laquelle cette table tenait à peine. La première fois que je l'ai vu, j'ai déjeuné sur son lit avec une table roulante qu'on a dans les hôpitaux, vous savez. Et il y avait une cuisine qui était grande comme ça. Et ce type qui était immensément célèbre, les metteurs en scène venaient du monde entier le trouver. Il le trouvait dans une espèce de niche comme ça. Et c'était un type d'une incroyable poésie et complètement inventif, en dehors du monde. Et le tout dernier film qu'il a écrit pour vous, c'est Sa Majesté Mineure, juste Oui, avant sa mort en 2006. Un film quand même qui ressemble à aucun autre film dans votre filmographie, que vous avez décidé de faire lorsque vous étiez dans votre maison de campagne, ici, dans la région. Là aussi, justement, quand vous venez à cet endroit, vous êtes dans une introspection et une prise de décision qui continue finalement votre carrière. Pas plus tard que ce matin, j'étais en train de réfléchir à la structure dramatique de ce qui risque d'être ma prochaine aventure, parce que je suis au calme. Et quand vous êtes au calme, vous aussi, vous aimez, on l'a compris très rapidement avec votre femme tout à l'heure, mettre la main à la pâte et notamment bricoler. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Ma maison, j'ai transformé d'abord en librairie, parce que je crois que j'ai 8000 livres à la maison, peut-être 12 000, je ne sais pas, mais beaucoup. Ça fait le bonheur de vos amis quand ils viennent. Oui. Et c'est un magasin de bricolage chez moi. J'ai toutes les tailles de vis, de clous, les équerres, toutes les sortes de ciment, de peinture, de machin. On a la confirmation d'ailleurs que chez Oui. vous c'est un magasin de bricolage, parce qu'on est allé rencontrer l'un des conseillers qui habite près de chez vous et puis qui nous raconte justement les souvenirs qu'il a avec vous à l'intérieur de sa boutique. Ah bon? J'ai rêvé des coquins cahiers. Alors, j'ai rencontré Jean-Jacques Hano un dimanche matin, quand il est rentré dans le magasin. Tout de suite, il a eu des demandes spécifiques sur des produits bien particuliers. Je pense qu'il est quand même assez perfectionniste. Il aime les choses bien faites et il va au fond des choses. Il pourrait être son propre chef déco sur ses films, je pense, tellement il a d'outils. Je pense qu'il est perfectionniste, donc il veut la vis qui va bien, donc il a plusieurs boîtes, il a toutes ses vis de bien rangées et il n'y en aura pas une qui ira à la place de l'autre. Voilà, il lui faut la panoplie complète de bonnes vis. Si j'avais une coupe à lui remettre, ce serait peut-être la coupe des vis quand même. Et voilà, non, vraiment multi-rayon. Il a des idées sur tout. Alors, la petite anecdote, peut-être une fois, ils sont arrivés un dimanche matin, tellement habitués à se séparer assez rapidement, madame au jardin, monsieur au bricolage. Il était, je pense, déjà dans ses pensées de technicité des produits et il en a oublié madame Hano dans la voiture. Il a fermé sans se soucier qu'elle était encore dedans. Donc, madame Hano a pris son téléphone, nous a appelé en disant dites à monsieur Hano qu'il vienne me chercher, il vient de m'enfermer dans la voiture. Petit message personnel, par rapport à vos débuts dans la pub, pensez-vous qu'un jour j'arriverai comme vous à percer l'écran? Il ne manque pas d'humour en tout cas, ce conseiller en bricolage. Il est de très très bons conseils, toujours. Ça c'est mon chef opérateur. Alors vous êtes de très bons conseils, justement, vous également, lorsque vous êtes en tournage, vous échangez avec le chef décorateur sur justement votre savoir-faire en bricolage. Oui, parce que, vous savez, je fais partie des metteurs en scène, comme on dit en anglais, hands-on. C'est-à-dire que j'aime avoir les mains dans le cambouis. C'est mon plaisir. J'aime tout
à l'heure, je viens de rencontrer sur votre plateau une amie d'une grande collaboratrice, qui était chef costumière sur l'Amant. Et je lui racontais que j'ai passé probablement 2 mois de ma vie avec elle pour chercher la bonne couleur du chapeau, la matière du chapeau de la jeune fille, comment on a usé les chaussures, quel soie on a choisi pour la robe. J'applique ces méthodes surtout la musique du film, le montage, je suis présent chaque instant. Et évidemment, lorsqu'il s'agit des décors, d'abord je fais mes repérages moi-même, je fais des milliers de kilomètres. Là, pour le film chinois, j'ai fait 40 000 kilomètres. Pour la série Kébert, avec Mais c'est ce qui fait que quand vous êtes en tournage, ensuite, finalement, vous savez exactement où vous voulez aller. Mais c'est pour ça, si vous voulez, que Pas je de peux aller secret. plus vite, parce que si on ne maîtrise pas son sujet et si on ne maîtrise pas le détail, parce que le cinéma, vous savez, c'est du bricolage, c'est de la magie. Méliès, avant d'être cinéaste, il était magicien. Et magicien, c'est du bricolage, c'est des tours de main, c'est des jeux de passe-passe. Donc, il faut mélanger, évidemment, l'invention, l'art du récit, il faut être un bon conteur, mais notre matériel est un matériel technique. Et ce qu'on filme, c'est aussi technique. Alors, puisque vous parlez de récit, l'autre scénariste aussi qui a accompagné votre longue carrière, c'est Alain Godard, qui nous a quittés en 2012. Et parmi les films qu'il a écrits pour vous, eh bien, il y a Coup de tête, Guillaumet, Les ailes du courage, Stalingrad, Deux frères, Or noir ou encore Le dernier loup. Là aussi, en fait, qu'aimiez-vous dans son écriture ? Lui, c'était un humour considérable, un très bon dialoguiste, incroyablement percutant. C'est probablement l'homme qui avait le plus d'esprit que j'ai jamais rencontré de ma vie. Il était embarrassant parce qu'il avait toujours des répliques fulgurantes, parfois d'une méchanceté extraordinaire, mais il avait un vrai génie. Il a été pendant 30 ou 40 ans l'idole de la publicité française. En tout cas, on voit que vous avez été fidèle finalement à ces deux scénaristes. Savez-vous pourquoi eux aimaient écrire pour vous ? Ça, il faut leur demander. Il eût fallu leur demander. Ils ne vous l'ont jamais dit. Non, on est très pudique. On ne commence pas la journée en disant « Coco, je t'adore ». Non, on commence en disant « Dis donc, la scène, je l'ai relue hier, elle est mauvaise, il faut la reprendre ». Mais vous savez, quand on travaille sur un scénario, on étale sa vie. On ne dit jamais que c'est une aventure qu'on a vécue. Mais quand on écrit une scène, c'est toujours autour de choses très personnelles. Donc on devine que l'autre a vécu cette chose-là dans les suggestions qu'il fait. Donc on finit par se connaître de manière très intime. Alors tout à l'heure, vous évoquiez votre série, c'est une première qui sera à découvrir prochainement sur TF1, une adaptation La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. C'est une nouvelle étape pour vous dans votre carrière, travailler à la télévision. Vous avez fait, on l'a dit tout à l'heure, évidemment, plus de 400 films publicitaires, mais sous cette forme-là, c'est inédit. Oui, mais j'avais envie, parce que, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas s'engourdir. Que la gaieté de la vie, c'est de changer, j'ai envie de dire de voyager, d'être confronté à des expériences nouvelles. Si c'est pour faire toute la vie le même film, c'est pas la peine. Et votre métier est différent ? Oui, il est différent parce que normalement, moi, je passe 150 jours pour faire 2 heures de spectacle. Là, j'ai passé 80 jours pour en faire 10 heures. Sauf qu'après, en post-production, je me tape là, évidemment, des journées un peu longues. Mais si vous voulez, il y a une transformation du public aujourd'hui. Beaucoup de gens préfèrent regarder des séries télé que d'aller au cinéma. C'est un fait. On peut le déplorer. C'est la réalité. Et moi, j'ai depuis toujours voulu être dans le mouvement. J'ai été le premier, avec La Guerre du Feu, à faire un film en Dolby Stéréo. Effectivement, le premier à faire du 3D. Le premier en Europe à faire un film en digital. Deux frères, un film avec 2 petits tigres que j'ai tourné au Cambodge. C'est le premier film qui a été tourné en digital. Les critiques disaient « Oh, Hanno fait de la vidéo maintenant ». Ils ne savaient même pas ce que c'était que le digital. Bon, enfin, peu importe. Donc, si vous voulez, là, j'ai senti depuis 10 ans qu'il y a un mouvement international vers la série. On m'a proposé le livre de Joël pour en faire un film de cinéma. Je suis allé à Cuba, dans l'île la plus chiante de Cuba, où il n'y a rien à faire. J'ai demandé à ma femme de me trouver un lieu déplorable. J'ai fermé les rideaux, j'ai commencé la lecture. À la 50e page, il y en a 700 à lire. Et vous avez dit qu'il faut en faire une série. Mais bien entendu. Oui.
C'est une aventure qui m'a énormément plu. Hier, j'étais encore en train d'y travailler pour la version doublée en français. J'y travaille encore demain. C'est bientôt fini. Et tout cela avec une belle équipe, bien entendu. Vous êtes toujours bien entouré, avec des techniciens et des acteurs d'une grande qualité. On va d'ailleurs écouter à ce propos Jean-Marie Dregeau, que vous avez aperçu très rapidement tout à l'heure, directeur photo, qui est né aussi dans la région, à Tours, avec lequel vous avez travaillé entre autres sur Deux frères, comme vous le disiez. Et puis le dernier, Lou, il a des choses aussi à vous dire. Ah, regardons. Jean-Jacques, au départ, c'est Xavier Castano, son producteur, qui me l'a fait rencontrer pour le film Les Deux frères. Et Jean-Jacques avait vu un film que j'avais fait en Chine qui s'appelait Balzac et la petite tailleuse chinoise, qu'il avait bien aimé. Et puis voilà, on s'est rencontrés. Et puis après, finalement, on a continué ensemble pendant pas mal d'années. En général, le matin, quand on arrive tôt sur le décor, qui sont toujours des décors... soit c'est en plein milieu de la Mongolie, soit c'est en plein milieu de la jungle, soit c'est en plein milieu du désert. On a pour rituel de se faire un petit café. Donc j'ai une machine à café expresso que j'amène et qu'on se fait tous les deux un café. Si des fois on est 3, des fois on est 4, mais voilà, c'est des petits moments privilégiés qu'on a ensemble. Le petit café du matin, un petit expresso fait à la main. Donc en plus on est 2 fils de cheminots. Donc on se retrouve aussi sur notre amour du train. Et puis à chaque fois qu'on va dans une nouvelle ville ou une nouvelle capitale, on a pour rituel d'aller voir la gare. Dans le monde entier, bien sûr. Et ou de les dépôts pour voir des locomotives, pour voir, parce que voilà, on aime bien ça. Il m'apprend beaucoup de choses aussi, parce qu'il est très érudit, donc chaque fois que j'ai besoin de connaître quelque chose, paf, il a toujours la réponse. Donc ça, je suis toujours assez épaté. Quand je pose une question sur, par exemple, l'apparition d'Ibis cruciforme, c'est à telle date que c'est arrivé, enfin, tout ce genre de choses. Et puis il lâche rien, donc c'est ça qui est bien pour un opérateur, c'est qu'il est toujours à avoir le maximum de tout. Pour un directeur de la photo, c'est un vrai bonheur parce qu'on est sûr d'arriver à quelque chose, d'aller dans le sens de ce qu'il veut et d'arriver à un résultat vraiment intéressant. C'est vrai qu'il m'a un peu fait passer une barrière internationale, on va dire, parce que Jean-Jacques est connu dans le monde entier. Moi, j'étais un peu plus confiné dans l'Europe, dans mon travail. Donc c'est vrai que ça m'a fait passer l'océan, on va dire. Moi, écoute, Jean-Jacques, on a été un peu partout dans le monde, on va dire maintenant. Moi, je trouve que le prochain, ce qu'il faudrait, c'est qu'on aille dans l'espace. Alors, c'est une bonne idée, vous y avez déjà songé, Jean-Jacques ? Oui, bien sûr. Oui, parce que là encore, le futur n'est plus trop sur cette planète. Il est un peu partout. En tout cas, c'est l'espérance des humains, encore une fois, de voyager. Je crois qu'on a un peu usé la planète, là. Alors, on va rester quand même un peu sur la planète. Un dernier mot pour les habitants de la région Centre-Val-de-Loire. Qu'est-ce que vous leur diriez ce soir ? J'ai envie de leur dire que même si les Français aiment bien rouspéter, c'est quand même une région d'exception. Moi, j'ai été élevé de toute façon dans la mythologie de la Touraine, parce que mon père a passé toute son enfance en Touraine. Son père était chef d'atelier des réparations des machines à vapeur de Saint-Pierre-des-Corps. Et on va s'arrêter là, évidemment, parce qu'on arrive à la fin. Parce que c'est l'heure. Et la suite de votre histoire, ce sera très prochainement, on l'espère, une fois de plus, sur s'il France faut 3, attendre. Centre-Val-de-Loire. S'il faut attendre. Oui, depuis 2013. 2013. Non, on va essayer d'être plus rapide. À bientôt, en tout cas, Jean-Jacques. Merci d'avoir été avec nous. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Histoire 2. À très bientôt.